Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Armé d'une vision panafricaine et des libertés, les dirigeants du continent ont porté sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba il y a 60 ans. Le sujet sera le thème que nous allons aborder cette semaine dans ce nouveau numéro de Washington Bureau avec notre confrère Abdoudia et Tchézénie. Bonjour. Bonjour Gabriel. Alors, une organisation créée alors que 2 tiers des pays du continent avaient accédé à l'indépendance, les pères fondateurs avaient défini un objectif de liberté, d'auto-affirmation, de développement et d'intégration de peuples. En 2022, le chef d'État et le gouvernement avaient senti la nécessité d'opérer une mutation dans les statuts et fonctionnement de l'OUA, qui est depuis devenue l'Union africaine. Alors, la première question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est 60 ans après, qu'est-ce que les invités de Washington Bureau, bien sûr, que vous présentez, pensent de l'intégration de cette institution panafricaine? Alors il faut dire que c'est un chantier, pour le premier chantier qui est de se battre pour que tous les pays africains accèdent à l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cet objectif a été atteint. Après 1975, les dernières colonies, surtout portugaises, ont accédé à l'indépendance. Quand il s'agit de l'intégration économique, il y a encore il y a du chemin à faire, même si la ZLECA, la nouvelle zone de libre-échange au niveau continental, a été lancée. C'est peut-être l'objectif, c'est cela qui va permettre d'atteindre l'intégration économique totale, mais on est loin de là. Il y a quand même sur le plan interne l'Union africaine qui n'arrive pas à régler beaucoup de crises, notamment sécuritaires et des conflits entre pays. Donc c'est un chantier qui est encore là sur en tout cas dans beaucoup de domaines. Cela dit, les invités de Washington Forum ont salué un peu les progrès qui ont été faits, même si on est encore très très loin du compte. Alors, si le rapprochement de peuples était un des objectifs des pères fondateurs, pourquoi les pays africains peinent à fédérer? Alors, les peuples en tant que tels, je pense, n'ont pas souvent de problème. C'est peut-être au niveau institutionnel, au niveau des relations entre États qu'il y a souvent des frictions et les invités ont pointé un peu les rivalités entre personnalités fortes, entre personnalités, entre pays. Mais je pense que si on prend, en tout cas au niveau des blocs régionaux, je donne l'exemple de la CEDEAO, l'intégration est un peu plus poussée et généralement les peuples s'entendent très bien, mais l'intégration politique traîne un peu. Et bon, les ambitions, il y a le choc des ambitions, bien entendu, il y a des intérêts pas toujours convergents entre pays. Et je pense que tant qu'on n'aura pas franchi ce pas, tant qu'on n'aura pas une certaine harmonie, une harmonisation entre États sur certaines questions d'ordre régional, il sera difficile d'arriver à cette intégration totale qui est l'objectif que s'étaient fixé ces pères fondateurs au niveau de l'Organisation de l'Union africaine qui est devenue en 2002 de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 qui est devenue par la suite l'Union africaine en 2002. Donc, on peut dire que le panafricanisme est loin d'être encore une réalité en Afrique. Alors, le panafricanisme, c'est une vision et elle est là, et elle est aujourd'hui justement incarnée par, disons, une nouvelle génération qui peut-être n'a pas la même vision que les pères fondateurs. Aujourd'hui, il y a une totale remise en cause, disons, des institutions comme l'Union africaine par ces nouveaux leaders panafricanistes. Un des invités dans mon émission, justement, disait qu'il ne devrait pas y avoir de contradiction entre cette nécessité de couper le cordon ombilical avec l'Occident et justement cette vision globaliste. Il n'y a pas forcément de contradiction entre l'enracinement et l'ouverture. On peut avoir les deux à la fois et aujourd'hui, de l'avis de cet invité, il y a parmi ceux qui incarnent aujourd'hui le panafricanisme, ceux qui sont peut-être
on peut aller un peu trop loin dans la critique en ce qui concerne les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Et il n'y a aucune contradiction dans la lutte pour l'affirmation, l'auto-affirmation et aussi la nécessité de s'ouvrir au reste du monde. Et je pense que donc c'est un peu vers ça qu'il faut tendre de l'avis de cet invité. En parlant de relations entre le pays africain et le monde occidental, l'Europe en majorité, est-ce qu'on peut dire l'UIA a-t-elle réussi à sortir l'institution de cette image qui fut jadis collée à l'OUA, à savoir un instrument au service des intérêts des grandes puissances, du moins syndicat des États, des chefs d'État? C'est une vision très partagée aujourd'hui au sein de l'opinion publique africaine, surtout auprès des jeunes. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je pense que pour se défaire de cette image, il faut d'abord que l'Union africaine réussisse à s'autofinancer au maximum. Si aujourd'hui on nous dit que pratiquement 60% des financements de cette organisation vient de l'extérieur, c'est peut-être un problème et c'est le premier problème qu'il faut résoudre. Et pour résoudre ce problème, il faut aussi que les États soient à jour dans leurs cotisations. C'est un point très important. Si on veut être indépendant totalement, il faut qu'on limite au maximum les financements qui viennent de l'extérieur, notamment par exemple de pays comme des institutions comme l'Union européenne, comme la Chine qui a carrément construit le siège de l'Union africaine aujourd'hui. Donc ça pose un véritable problème. Et tant qu'on n'arrive pas à régler cette question du financement de l'institution, il y aura toujours cette perception que l'Union africaine est au service d'autres entités. 60 ans après la naissance de l'OUA et 40 ans avant, 2063, où l'institution va fêter 100 ans, quel bilan dresser et quelles perspectives tracer de l'Afrique? Alors le bilan, peut-être il ne m'appartient pas de le dresser, mais en tout cas la critique est là. Et la réalité aussi, c'est que l'Afrique est aujourd'hui minée par beaucoup de crises multiformes. La crise dans la région des Grands Lacs, la crise dans l'est de la RDC, l'avancée des mouvements djihadistes dans le Sahel et ailleurs. Et l'Union africaine fait face vraiment à de multiples défis. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure dans mon émission, peut-être le fait de sous-traiter certaines questions avec les organisations régionales comme la CEDEAO ou, disons, la SADC pourrait peut-être aider davantage l'Union africaine. Mais faudrait-il encore que ces institutions régionales soient elles aussi dotées d'une légitimité et qu'elles soient fortes pour pouvoir faire face à ces crises. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que comparé à 1963, on a encore plus de crises sur le continent. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, l'horizon 2063, effectivement, il y a un plan qui est mis en place par l'Union africaine. Il faudra voir, en tout cas, tant qu'on reste sur cette trajectoire, il n'y a pas beaucoup d'optimisme, en tout cas de l'avis de beaucoup. Il faut opérer un changement radical dans la vision et la manière de procéder au niveau des institutions et donner plus, disons, de place aux jeunes, plus de place à la société civile et aux populations qu'ils aient leur mot dans la gestion de la cité, d'abord au niveau étatique, au niveau national et au niveau international, pour ne pas dire au niveau continental, en fait. Qu'est-ce qu'ont pensé les invités de Washington Forum par rapport à la situation sécuritaire, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure? Est-ce un défi énorme pour cette institution panafricaine? Oui, l'un de mes invités, Henri Zouzi, justement, a évoqué cette question et qu'il pense que l'Afrique a essayé de faire quelque chose, par exemple, en nommant le président angolais comme médiateur, mais il pense que la solution viendrait beaucoup plus des institutions régionales comme la SADC, et même si l'Organisation des États d'Afrique de l'Est est très critiquée, elle n'a pas été en mesure de répondre aux attentes par rapport à la crise qui se déroule actuellement dans l'Est de la RDC. Mais pour lui, la solution
viendrait d'abord des institutions régionales et maintenant l'Union africaine pourrait venir en appui. Une dernière question. Que feraient les dirigeants, particulièrement ceux qui dirigent l'institution de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mettre en place cette façon d'intégration? En fait, vous avez dit le peuple s'intègre facilement, mais les dirigeants posent encore des problèmes. Comment ils doivent faire pour que cette intégration soit totale au niveau économique, politique, pour que le peuple africain se retrouve dans ce qu'ils font et les ont? Alors, il y a des mesures fortes, peut-être symboliques. Si, par exemple, le passeport africain dont il a été beaucoup question devient une réalité, c'est un premier pas d'intégration réelle. Mais où est-ce qu'on en est? Je pense qu'il est un peu difficile de le savoir aujourd'hui. Quelles en sont les causes? Est-ce que ce sont des raisons politiques? Est-ce qu'il y a des réticences de certains pays? Je pense que ce serait un pas important. Beaucoup de personnes fondent beaucoup d'espoir dans cette ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Si vraiment tous les États jouent franc jeu, il y avait des réticences parmi certains pays comme le Nigeria, qui ont finalement signé le protocole. Si vraiment il y a une intégration économique totale, le reste pourrait suivre. Merci à vous, Abdou Diar, pour toutes ces précisions. Merci à vous.